Quand il s'agit d'accompagner les enfants autistes dans leur développement, il s'agit de leur proposer des accompagnements psychoéducatifs très tôt, puis une scolarisation en classe traditionnelle qui leur permettent de gagner en autonomie et en liberté. Pour ce faire, il est quand même plus facile d'essayer de comprendre, de saisir les spécificités cognitives de l'autisme. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup de modèles différents. Celui qui me semble le plus pertinent aujourd'hui repose sur cette dualité de traitement séquentiel, traitement simultané. On peut traiter l'information d'une manière générale, chacun d'entre nous, information contextuelle autour de nous, de deux façons complémentaires. On traite l'information de deux façons complémentaires. Soit on traite l'information élément par élément, si on décrit ce qu'il y a sur la table. Soit on traite l'élément tout en même temps. On sort de la pièce ou on ferme les yeux et qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Eh bien, on peut faire de deux façons différentes. Soit on fait une photo de la table et donc c'est une information, une séquence unique, complexe. On a une très bonne perception visuelle, une bonne mémoire. Mais si on bouge un des objets de la table ou si on enlève un des objets de la table, il faudra refaire une photo. Donc les neurotypiques, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas autistes, procèdent autrement. Quand il s'agit de traiter un grand nombre d'informations en même temps, ils hiérarchisent les informations les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table ? Eh bien, il y avait, si je suis intéressé par les grands saumons, le livre de Stéphane Bern, si j'ai soif, la bouteille d'eau, si je ne sais pas où j'ai rangé mes lunettes, l'étui à lunettes, et rappelez-vous, à côté de l'étui à... Ah oui, il y avait aussi un crayon à côté de l'étui à lunettes. Donc on passe notre temps, quand on doit traiter simultanément un grand nombre d'informations, à les hiérarchiser les unes par rapport aux autres, et c'est ce travail de hiérarchisation qui ne fonctionne pas dans l'autisme. Et ceci va se traduire par des particularités dans le développement de l'enfant, dans la mise en place du langage et dans son fonctionnement quotidien. Parmi les particularités qui nous concernent quand on prend en charge des très jeunes enfants et qui apparaissent clairement tout au long de la vie, il y a notamment tous les apprentissages implicites. Un apprentissage implicite, c'est un apprentissage qui se met en place sans qu'on ait conscience qu'il se met en place. Ça va de soi. Prenons un bébé qui vient de naître. On sait qu'il a des neurones miroirs, on sait qu'à 2 heures de vie, un bébé est capable d'imiter très bien, et on lui tire la langue, il tire la langue, on cligne de l'œil, il cligne de l'œil. On peut faire la même expérience avec un jeune singe de 2 heures de vie, il imitera de la même façon très bien, ce qui veut dire que les neurones miroirs qui permettent cette imitation très précoce sont présents dans le développement des espèces avant même l'espèce humaine, donc assez tôt dans le développement des espèces. Et reprenons notre petit bébé. Il est couché dans son berceau. Il a 2 jours ou 3 jours de vie. Maman se penche sur son berceau et lui fait des gazouillis. Il va gazouiller. Elle lui sourit, il va sourire. Et à ce moment-là, il imite. Il est dans une parfaite imitation. Maman, évidemment, comprend que le petit bébé communique avec elle. Ce qui est normal. Elle interprète ce que fait le petit bébé. Mais le petit bébé, lui, à ce moment-là, il imite. La répétition de situations de vie très traditionnelles, très naturelles, avec des interlocuteurs différents, dans des contextes un peu différents, va faire qu'à un moment donné, ce petit bébé va apprendre que se regarder dans les yeux et se sourire, c'est source de plaisir. Et il va apprendre à plein d'autres choses, évidemment, de la même façon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit là que ces apprentissages implicites se mettent en œuvre dès la naissance et prennent un certain temps avant de se mettre en place. Il faut donc 4 conditions minimale pour que ces apprentissages implicites se mettent en place. Il faut avoir des neurones miroirs, pouvoir imiter quand on est un tout petit bébé. Il faut répéter les situations dans lesquelles se déroule cet apprentissage, où se déroulera cet apprentissage. Il faut diversifier les situations dans lesquelles se déroule cet apprentissage. Et il faut pouvoir hiérarchiser les informations les unes par rapport aux autres, parce que quand maman sourit, il y a aussi beaucoup d'informations autour qui ont moins d'importance à ce moment-là. Si je ne peux pas hiérarchiser, ça veut dire qu'il va falloir que je répète d'une façon beaucoup plus importante ces apprentissages, que j'essaye de les rendre explicites. Et tout apprentissage, il n'est pas facile de rendre explicites certains apprentissages, notamment, par exemple, celui de éprouver du plaisir quand on se regarde dans les yeux. Et donc ça va être par la répétition et la diversification des situations de vie dans lesquelles va intervenir cette situation dans laquelle je me regarde dans les yeux et j'en éprouve du plaisir, qui fait qu'à un moment donné, chez les enfants autistes, on arrive à mettre ça en place également. Ça sera vrai pour l'ensemble des apprentissages implicites
que l'on peut faire, et l'essentiel de nos apprentissages précoces sont de cette nature implicite. À côté de cela, je vais faire un passage sur le langage et la communication. Là encore, le langage nécessite qu'on puisse hiérarchiser les éléments du contexte. Les mots sont polysémiques. À un mot correspond une série d'objets différents et de circonstances différentes dans lesquelles ces mots interviennent. Pour que nous puissions parler ensemble, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. Ce qui va nous assurer que l'on parle de la même chose, c'est que nous partageons une représentation mentale compatible avec cette polysémie. La compatibilité de notre représentation mentale avec la polysémie est assurée par ce travail de hiérarchisation associative. Si je dis le mot fleur, chacun d'entre nous avons immédiatement quelques idées qui concernent les fleurs qui nous viennent à l'esprit. Et il est assez évident qu'à ce moment-là de l'échange, ce ne sont pas les mêmes idées. Fleur enterrement, ce n'était pas la première idée qu'on avait, pour la plupart d'entre nous, présent à l'esprit quand j'ai dit fleur, mais vous me suivez dans mon propos. Et on a tous derrière écrit Chrysanthème et le dernier enterrement auquel on a assisté. On a hiérarchisé les éléments de la représentation mentale pour suivre l'aumônier quand il passe de fleur à fleur et enterrement. On fait ça en permanence, on n'a pas conscience de le faire, ça se fait tout seul, mais ça se fait en permanence. Si je ne peux pas faire ça, il va falloir que je construise une représentation mentale que je vais rendre polysémique par d'autres moyens. Les enfants autistes utilisent les invariants. Un garçon de 12 ans à qui je propose de me dire ce qu'il a comme image quand je lui dis humain. La texture de la peau, dit-il. On a tous la même texture de peau. Bien joué. Jusqu'au moment où il rencontrera une bestiole qui a la même texture de peau que nous et il faudra qu'il revoie son système de représentation mentale pour différencier l'humain de la bestiole. Et donc ils évoluent dans leur construction de la représentation mentale polysémique par essai-erreur, à la lumière des expériences. Le paradoxe veut que, et on voit ça assez bien chez des autistes de bon niveau qui ont avancé dans leur scolarité, ils peuvent être très forts sur des mots qui ont une faible polysémie mais une définition très complexe, est nécessaire ce qui est et qui ne peut pas ne pas être. J'apprends la définition et c'est bon. Alors qu'ils sont plus en difficulté sur des mots très simples mais qui ont une forte polysémie. Parce que de temps en temps, la représentation qu'on leur offre de cette polysémie est incompatible ou n'est pas compatible avec leur représentation invariante. Et ils sont obligés à ce moment-là de faire un travail pour revoir leur représentation. Ça s'explique assez bien aussi pourquoi les personnes autistes, notamment les enfants qui parlent tôt, qui ont un syndrome d'Asperger, utilisent volontiers des phrases toutes faites. Parce qu'une phrase toute faite permet de s'affranchir de la représentation mentale. J'ai un exemple tout à fait éloquent. Un garçon qui aujourd'hui a 50 ans, qui est ingénieur, m'explique que la première fois qu'il a utilisé le langage, il était en grande section de maternelle, on venait de mettre une petite fille nouvelle dans sa classe au milieu d'année, elle pleurait tout le temps, ça lui cassait les oreilles, et il regardait la télé. Et à la télé, il avait vu Candy, et dans un épisode de Candy, un petit garçon dit à Candy « T'es plus jolie quand tu ris, quand tu pleures », et Candy s'arrête de pleurer. « J'ai essayé le truc », dit-il. Et donc il dit ça à cette petite fille ça y arrête de pleurer, et à ce moment-là, il comprend que peut-être il peut organiser des sons, qui peut avoir de l'influence ou un effet sur son environnement. Il ne savait pas encore ce que ça voulait dire, hein, et il ne savait même pas ce que c'était que parler à ce moment-là. Mais il a choper une phrase qui a obtenu un résultat qu'on s'arrête de pleurer. Et ça, on l'observe très volontiers dans la petite enfance des enfants autistes et Asperger. Il y a toute une série de difficultés qui vont s'accompagner de ces difficultés à hiérarchiser les éléments du contexte. L'attention, ça c'est important en classe. On fait une chose, on est en train de lire un texte, on regarde un oiseau qui passe, mais on sait que le texte nous attend, on y retourne. L'enfant autiste, il ne pourra pas passer de l'un à l'autre comme ça, parce que pour passer de l'un à l'autre, il faut pouvoir hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Et donc, il regarde l'oiseau, c'est fini, il ne sait plus ce qu'il faisait l'instant d'avant, il faut le ramener à ce qu'il fait. Le deuxième degré est compliqué, parce que le deuxième degré nécessite qu'on ait une représentation polysémique, et essayer de voir ce qu'il y a au-delà du premier degré, si je peux dire ça comme ça.
généraliser les apprentissages. Apprendre une chose dans un contexte et l'utiliser dans un autre contexte. C'est très compliqué. Les petits enfants autistes qu'on accompagne à l'école mettent assez volontiers en place la comptine numérique. Et parfois, ils sont assez habiles, ils vont loin. Mais la représentation qu'ils auraient de la quantité, alors ça, c'est une autre paire de manches. Il va falloir vraiment qu'on travaille cet aspect-là en multipliant l'occasion de leur montrer à quoi correspondent les chiffres. Ils font des liens idiosyncratiques. Ils ont une logique idiosyncratique, une logique personnelle. Je prends l'exemple de ce garçon qui, à ce moment-là, a 14 ans, qui vient à ma consultation et qui me fait la proposition suivante. On peut faire l'hypothèse que quand on meurt, on a une âme qui va quelque part. Si elle va quelque part, elle est extraterrestre. Eh bien, les extraterrestres, c'est notre âme. J'étais absolument bluffé par le côté très mignon de cette proposition, et très poétique. Mais la première question que je me suis posée au moment où il me fait cette proposition, ce garçon, c'est pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi il construit une chose aussi mignonne, aussi évidente, qui coule de source, si je peux me permettre de dire ça comme ça, et pourquoi moi, j'y arrive pas ? Et en fait, nous, on est dans une logique contextuelle. Et dans notre culture judéo-chrétienne, il y a une incompatibilité contextuelle entre âme et extraterrestre. Et cette incompatibilité contextuelle nous interdit ce travail de rapprochement. Il n'a jamais vu l'incongruité contextuelle, le garçon. Il a fonctionné par contiguïté. Ça peut donner des choses tout à fait admirables, hein. Je me souviens d'une jeune femme qui faisait une thèse de biologie. Elle travaillait sur un alternatif à la congélation des spermes de taureaux. Et dans son travail, il lui a fallu à un moment donné modéliser une membrane cellulaire. Très difficile. Et ben elle est parvenue, alors qu'elle avait un niveau, elle n'avait pas encore sa thèse en main, elle est parvenue assez habilement à proposer un modèle de membrane cellulaire qui a permis d'avoir qui a été reconnu dans le monde entier, qui a permis d'avoir des publications de très bonne qualité, alors même qu'elle était en cours de travail de thèse. Et ses collègues n'avaient de cesse de lui dire « Mais comment tu réussis ça ?» Et elle avait beaucoup de difficultés à expliquer comment elle faisait. Mais elle maîtrisait bien l'ensemble du champ technique de la membrane, et elle s'était affranchie des incongruités qui ne nous autorisaient pas, nous, à permettre cette construction-là. Les nuances dépendent là aussi du contexte. On a rendez-vous dans environ un quart d'heure. C'est quoi environ ? Évidemment que ça va dépendre des éléments avec qui on a rendez-vous. Est-ce qu'il est toujours en retard, pas en retard ? Qu'est-ce qu'on fait après ? On va au cinéma, on prend un train. Enfin, il y a toutes les conditions contextuelles permettent de définir la nuance qui va être différente à chaque fois. Quand je pose la question, on a rendez-vous dans environ un quart d'heure, c'est quoi pour vous ? Quand je demande ça à des patients autistes adultes de haut niveau, un quart d'heure, c'est un quart d'heure. C'est plus ou moins 2 minutes. Mais ils n'ont pas cette définition de l'environ qui est liée aux éléments contextuels. Il y a des informations qui sont obligatoirement nuancées pour être traitées, ce sont les informations affectives. L'affect a cette capacité chez chacun d'entre nous, quand il est trop puissant, d'emboliser notre pensée. Que ce soit l'angoisse, très importante, dans les conditions de guerre, d'attentats, de déportation, comme Bettelheim l'avait observé, ou que ce soit l'excitation, les supporters de matchs de football, dans les moments d'excitation collective, perdent le contrôle. Mais l'affect est toujours présent, ou est à peu près toujours présent. Ça veut dire qu'en permanence, dans le ressenti que nous en avons, nous le nuançons. Si je ne peux pas nuancer l'affect, je vais m'en débarrasser. Je vais le tenir à distance. Il m'embolise. Je vais essayer de ne pas avoir affaire à lui. Régulièrement, il me rattrape. Et on a des enfants autistes qui ne peuvent pas nuancer la perception de cet affect, qui sont complètement emportés, embolisés par cet affect, et qui vont mettre un certain temps avant de les patients adultes me disent de l'intellectualiser, le reconstruire intellectuellement et construire les nuances intellectuellement. Et ça prend du temps. Et même pour des patients adultes de très bon niveau, très débrouillards, très autonomes dans la vie, quelques jours leur est nécessaire pour arriver à ce résultat.
L'imprévu, c'est compliqué, parce que pour traiter l'imprévu, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut pouvoir traiter beaucoup d'informations en même temps. Si je les traite une par une, ça prend du temps. Et donc, on va essayer de rendre le plus prévisible possible le déroulé de la journée quand il s'agit d'aller à l'école, les activités. On va rendre le plus prévisible possible la durée d'une activité. En même temps, si on veut que ce garçon ou cette fille avance dans son autonomie et sa liberté, il faut aussi qu'il puisse faire face à l'imprévu et voir qu'il n'est pas en danger pour faire face à l'imprévu. Si on observe, quand on fait une chose nouvelle avec des enfants, tous les enfants de la Terre vont voir sur le visage de la personne qu'ils accompagnent, en règle générale papa ou maman, ce qu'il faut penser de la chose nouvelle. Si maman sourit, ils s'engagent dans la nouveauté sans difficulté. Si maman craint les choses, ils vont être réticents à s'engager dans la nouveauté. On appelle ça la référence sociale affective. Les enfants autistes, on avait fait un travail pour voir si, avec l'hypothèse qu'ils n'avaient pas cette référence sociale affective, en fait, ils vont chercher sur le visage des parents l'information. Ils ne l'utilisent pas comme les autres, mais ils vont la chercher. Si je m'engage à faire des choses nouvelles avec mon enfant autiste, il va aller chercher sur mon visage une information pour savoir ce qu'il faut penser de la nouveauté. Si je ne suis pas en forme, si je suis perturbé par quoi que ce soit, il va le lire très facilement, du premier coup d'œil presque, parce qu'il voit mieux les détails, parce qu'il est sensible, parce qu'il me connaît par cœur, et il ne pourra pas faire la chose nouvelle parce qu'il pensera qu'il y a quelque chose de dangereux, d'impossible dans cette nouveauté. Et donc, si on veut emmener les enfants autistes dans des expériences nouvelles, dans une diversification d'expériences qui est absolument nécessaire à la mise en place des apprentissages implicites et à la construction d'une représentation mentale polysémique chez eux, il faut pouvoir le faire en atténuant, en étant en forme, en atténuant l'expression de notre visage qui serait marque de souci ou d'inconfort. C'est la raison pour laquelle, quand on voit la façon dont les gens prennent en charge les enfants autistes avec les méthodes très psychocomportementales, éducatives qu'on utilise, ils surjouent très volontiers le plaisir parce qu'ils permettent à l'enfant de mieux saisir les choses et de ne pas avoir comme un questionnement concernant pour l'affect de la personne.